Il y avait une odeur de cendre et d'huile surchauffée. Sur la table à pâtisserie, il y avait un rouleau à pâtisserie. Sur l'étagère séchaient des bouquets de thym. À côté était suspendue une pelote de ficelle, de lin solidement nouée, une mesure pour la toile et le comptage des nœuds dans les sacs. On frappa à la porte avec un heurtoir en os. Sur le seuil se tenaient des sergents de la ville, avec un porte-seau en cuir et une liste de noms. Ils disaient que les gens se réunissaient dans la maison pour des secrets nocturnes et profanaient l'ordre. La maîtresse de maison retira rapidement les bouquets d'herbes et les cacha dans un coffret, comme si leur odeur pouvait constituer une preuve. Le formulaire de culpabilité était déjà prêt sur le papier. Il ne restait plus qu'à inscrire les noms. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire d'où vous nous regardez et quel thème vous touche le plus. Bonne écoute. La suite sera sans fioriture. Les dénonciations sont remplies de saleté, de détails destinés à impressionner. Dans les livres des accusés eux-mêmes, on trouve de la retenue, une discipline rigoureuse, la peur de pécher par un souffle ou une miette de pain. Dans le sud du royaume des Francs, dans la seconde moitié du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, existait une communauté que ses adversaires appelaient les cathares. Sa hiérarchie interne était simple. Les laïcs croyants qui menaient une vie normale et les parfaits qui avaient reçu le sacrement de consolation et fait un vœu solennel. Pour les parfaits, pas d'union matrimoniale, pas de viande, pas de serment, pas de contact physique au-delà d'une salutation modeste. Leur table se composait de lentilles, de soupe et de pain de la veille. Leur nuit était consacrée à la prière et au sommeil sur un matelas dur. Ce n'est pas un roman avec des masques et des secrets, mais une éthique froide du renoncement. C'est précisément pour cette raison que la prédication hostile ajoute avec tant d'insistance ce qui n'existe pas dans la doctrine. Des récits de débauche, faciles à écrire et à croire. Pour que ce fantasme colle à la peau, il faut le papier du pouvoir. Après la croisade albigeoise au début du XIIIe siècle, le pouvoir a mis en place une bureaucratie spéciale chargée des enquêtes. Des registres d'interrogatoire et des registres de condamnation ont vu le jour, avec leurs colonnes austères de dates, de noms et de cachets. Dans ces registres, les gens répètent des formules apprises par cœur, les témoins témoignent, les signes de repentance sont notés. Hommes et femmes adultes, paysans, marchandes, artisans, veuves, tous passent par le même banc d'interrogatoire en bois. Dans les procès-verbaux, la honte est facilement mise en avant, car elle permet de relever tous les détails de la vie quotidienne. Qui rendait visite à qui le soir, qui ne mangeait pas de viande,
qui se dérobait au serment, qui ne lavait pas le défunt comme le faisait habituellement la voisine. À partir d'un bouquet d'herbes, d'une corde à mesurer et d'un repas frugal, on constitue aussitôt un rassemblement secret. Le mythe fonctionne parce qu'il promet une explication au malheur et à la guerre. Après la campagne dans le sud, le pouvoir distribue les biens confisqués, redessine les droits fonciers, impose des amendes aux maisons. Il faut vendre les villas, les entrepôts, les parcelles de vignobles stériles. La ville a besoin de soumission, et l'accusation de débauche est le moyen le moins coûteux de faire taire les gens. La marchande qui vend sur son étal un mélange d'herbes pour faciliter l'accouchement devient une complice de rituels secrets. La veuve qui a refusé de prêter serment devant le tribunal est corrompue par l'enseignement. Les détails des dénonciations s'épaississent à chaque vague de rumeurs, et les documents continuent de répéter la discipline du refus. Quand on lit les listes de prières de la communauté, on y trouve toujours la même note. Jeûne, non-implication dans le meurtre, peur du serment, vêtements modestes. Quand on regarde les interrogatoires des tribunaux, on y trouve une loupe. Quelqu'un a entendu, que quelqu'un a vu. Comment on éteignait la lampe, et cela ne convenait pas. À la croisée de ces deux archives naît l'inquiétude. Si les dogmes sont si arides, pourquoi y a-t-il autant de boue collante autour? Le premier revirement dans l'esprit d'autrui se produit sur le papier. L'ennemi décrit la chair secrète, car l'accusation d'hérésie, dépourvue de détails honteux, semble trop abstraite aux laïcs. La peur a besoin d'une odeur. La cour, tant ecclésiastique que royale, l'a rapidement compris. Une nouvelle rhétorique de la honte fait son apparition sur les places publiques. Elle est diffusée par les prédicateurs et consolidée par les scribes. Les registres de repentance mentionnent le port obligatoire de croix sur les vêtements, la présence obligatoire au service dominical, les paiements en espèces. Sur les marchés, on ne discute pas de la théologie du bien et du mal, mais des lits, comme si c'était là que résidait la racine du mal. Ainsi, l'attention de la foule est rapidement détournée des recensements fiscaux et des nouvelles revendications seigneuriales sur les récoltes. Sous nos yeux se développe un mécanisme où l'intérêt économique est alimenté par la panique morale. Deuxième tournant. Les listes quotidiennes des trophées après les verdicts. Rares sont les maisons qui ne possèdent pas un coffret contenant des objets divers. Clés, seaux, quelques morceaux de cire, rubans pour les seaux suspendus, étiquettes en tissu. Tout cela est enregistré, décrit, vérifié et versé au trésor public ou au protecteur de l'enquête. La légende sexualisée sert de levier pour les confiscations. Sous les yeux des voisins, on ne se contente pas de punir l'égarement. On confisque les biens et on redistribue l'influence dans le quartier par la honte. Ainsi, un mauvais compte donne lieu à un résultat concret,
une maison vide et un nouveau nom dans le registre des propriétaires. Le troisième revirement concerne la théologie des accusés eux-mêmes. Leurs textes de prière, recopiés avec soin, tendent vers la pureté intérieure, non pas vers le corps, mais vers l'intention et la parole. Le serment est un mensonge contre la vérité, le meurtre est un mauvais fruit, le mariage est une union terrestre sans pouvoir mystique. La chair n'est pas une source de plaisir, mais un fardeau qu'il faut modérer. Pour l'oreille urbaine, c'est trop fade, et pour la répression, c'est gênant. Le diorama de la débauche fonctionne mieux. Il peut être exposé sur une chaire et répété au carrefour. C'est pourquoi plus les pages sur l'abstinence sont arides, plus le vocabulaire des secrets de chambre à coucher s'enrichit dans les dénonciations. La société réclame des histoires frappantes pour oublier que le verdict est avant tout une question de comptabilité. Délai de repentance, montant des contributions, confiscation, réinstallation. Dans ce système, les adultes se dissolvent dans des formules. Les femmes qui ont appris à leurs voisines à se bander le ventre après l'accouchement deviennent des cibles faciles. Leur connaissance semble menacer l'ordre de succession. Les hommes qui ont refusé de prêter serment sont privés du droit de s'exprimer au tribunal et au tribunal. Ceux qui ont porté le deuil plus longtemps que d'habitude sont soupçonnés de loyauté secrète. La vie grise acquiert imperceptiblement de nouvelles lignes de risque. Un bouquet d'herbes dans la cuisine, le refus de goûter la viande à la foire, l'habitude de prier sans faire le signe de croix. Chaque détail s'inscrit dans le réseau des soupçons, car c'est plus simple ainsi. On désigne la saleté et on confisque la maison, les mains officiellement propres. Le feu apparaît à la fin du chemin, lorsque l'argent et la patience sont épuisés. Les formules officielles soulignent que le tribunal ne verse pas de sang et remet les criminels aux autorités laïques. C'est important non seulement pour la conscience, mais aussi pour la technique de la peur. Les longues repentances et les marques d'opprobre fonctionnent pendant des années, nourrissant la ville de leurs amendes et de leurs démonstrations de soumission. Le feu n'est que le sommet visible de la pyramide, dont la base est constituée de protocoles, de questionnaires, de oui et de non soigneusement formulés, de longues listes d'amendes pour avoir manqué des jours fériés, pour avoir échappé aux réunions, pour avoir porté des vêtements sans les insignes requis. Le corps brûle en quelques minutes. Le papier fonctionne pendant des décennies. Le mythe des hérétiques débauchés est séduisant car il décharge la société de la lourde culpabilité des confiscations et de la guerre. Comme si ce n'était pas la dissidence qui était punie, mais la saleté. Le document répond autrement. Nous sommes face à un monde de vœux stricts et de discipline mortellement ennuyeuse. C'est là la vérité effrayante. Non pas une orgie exotique, mais une machine méthodique qui transforme les murmures moraux en liste de tâches. Dans la partie suivante,
il faudra ouvrir des livres de verdicts et des listes de prières pour voir comment l'abstinence a été transformée en mot brûlant et comment ce mot s'est transformé en clé des coffres d'autrui. Il faut ensuite ouvrir les livres eux-mêmes, de lourds volumes d'interrogatoires où les lignes s'étirent comme des traces de clous sur une planche humide. Dans l'une des affaires dans la vallée frontalière, on trouve une liste détaillée des laïcs adultes qui ont donné refuge à des prédicateurs itinérants de l'abstinence. Un artisan avec des bleus aux mains dus au travail, une marchande de tissus, une veuve qui tenait un petit vignoble. Chacun avait son quotidien. Certains coupaient de la toile, d'autres tressaient des cruches en osier, d'autres encore préparaient une soupe à base de lentilles et d'orge. Le registre mentionne les dates des visites, les repas simples sans viande, le refus des serments, les courtes nuitées. Pas une seule description de la tentation, qui sera plus tard répandue dans les sermons, mais beaucoup de disciplines ennuyeuses. Ils se lavaient, priaient, partaient avant l'aube pour ne pas perturber la journée de travail des propriétaires. Dans ces pages, on entend le grincement de la plume et non le murmure des plaisirs secrets. Et pourtant, par-dessus ce grincement, se superpose un autre son, le bourdonnement mécanique des questions, qui peu à peu dessine le profil souhaité de la culpabilité. Les questionnaires étaient construits selon des matrices éprouvées. Dans chaque série de questions, il y a une piste menant à la débauche. Pas besoin de détails. Une allusion suffit. Viennent d'abord les points généraux. Renonciation au serment. Doute quant à la puissance des sacrements. Repas commun. Puis commence une série de suppositions. Y avait-il des nuits où la lampe ne brûlait pas, où les hommes et les femmes restaient dans la même maison? Comment étaient-ils habillés? Où étaient-ils assis? Quels voisins venaient les voir? Des adultes fatigués répondent à une série d'images imposées, et les procès-verbaux se remplissent de mots collants, même si le cœur de la vie de ces communautés reste le même. Le jeûne, la prière, une méfiance excessive envers le monde, qui a qualifié la violence de guerre juste. Le papier fait son œuvre. Là où la doctrine est aride, les questions enflamment l'imagination. Et peu importe que ce ne soit pas des masques qui se trouvaient sur la table de la cuisine, mais un couteau à choux et une mesure en lin. Plus loin, on voit comment l'accusation de débauche est transformée en instrument de discipline. Après les campagnes et les changements de seigneur, de nouvelles obligations sont imposées à chaque quartier. Les registres des amendes inscrivent des montants pour non-présentation au sermon, pour communication inappropriée, pour doute. Les gens négocient l'argent, pas les dogmes. Les familles calculent combien elles paieront demain pour avoir accueilli hier un prédicateur. Les boutiquiers calculent combien ils perdront à cause des rumeurs de rassemblements nocturnes.
Les marchands calculent s'ils perdront le droit de tenir leur boutique. Le bruit moral sert de couverture à la restructuration économique. Certains voient disparaître leur coffre à outils, d'autres leur étagère de tissu, d'autres encore leur droit à la terre. Quand on parle de pureté dans les registres, cela se traduit souvent par une clé étrangère dans la serrure de votre maison. Les points les plus douloureux se cachent à l'intersection de deux bureaucraties, ecclésiastique et municipale. La première produit des textes de repentance et des questionnaires dans lesquels elle recherche avec insistance la honte. La seconde confisque les biens et associe des dettes au nom. Si une personne avoue avoir fréquenté des égarés, elle est condamnée à porter des signes sur ses vêtements et à se présenter obligatoirement à l'Église. Une absence est sanctionnée par une amende, une deuxième absence par une nouvelle amende et la disgrâce. Le commerce dans la boutique est interrompu pendant des semaines. L'artisan se voit refuser l'accès aux commandes de la guilde. Et voilà que l'âge adulte indépendant se transforme en une autorisation accordée par quelqu'un d'autre. Peut-on travailler? Peut-on commercer? Peut-on s'asseoir à la table commune à la foire? C'est cela, l'horreur insidieuse. Non pas la peine capitale, mais une vie comprimée par les amendes et la surveillance. La dimension politique du mythe se révèle particulièrement clairement dans les fermes paysannes. Ici, la honte est utilisée comme un levier supplémentaire pour contrôler les récoltes. Si vous manquez la fête, vous perdez une journée dans les champs. Si vous ne vous présentez pas à la repentance publique, vous perdez l'aide de la communauté pour la moisson. Si vous êtes entaché par une rumeur de nuit blanche, vous ne recevez pas en prêt le sac de céréales sans lequel vous ne pouvez pas survivre à la saison. Personne n'a besoin de prouver la débauche. Il suffit de lancer une rumeur et de ne pas laisser travailler. Le paradoxe, c'est que l'éthique austère de l'abstinence réduit déjà l'engagement économique des parfaits. Ils s'efforcent de ne pas jurer, évitent les conflits sanglants, se tiennent à l'écart des serments politiques. Le système punit non pas ceux qui détruisent l'ordre par la chair, mais ceux qui sapent les liens avec la machine à jurer. Au milieu du XIIIe siècle, un autre outil fait son apparition. Les listes d'informateurs qui, en échange de leur zèle, obtiennent un allègement de leurs propres dettes et des postes confortables chez leur nouveau maître. Ces personnes savent quel vocabulaire est apprécié. Elles ajoutent à la description de l'abstinence une notion de saleté, car c'est précisément cela qui rapporte des dividendes. Plus le récit est croustillant, plus le visage du dénonciateur est radieux sur l'estrade. Dans les procès-verbaux, on lit le récit « Un tel a vu les portes se fermer. Un tel a entendu dire que les nuits n'étaient pas conformes aux règles. Quelqu'un a assuré que la lampe ne brûlait pas là où elle devait. » Et un peu plus loin, la liste des objets confisqués et une nouvelle ligne sur leur répartition. Du mot « honte » naît le tableau « revenu ».
Le personnel et le domestique sont intimement liés. Dans l'un des livres de repentance, on trouve la liste des femmes adultes qui portaient des brassards en signe de rédemption. Ils étaient cousus par les mêmes mains qui auparavant langettaient les bébés et tenaient le maître pour la toile. Leur compétence quotidienne est un péché pour le système, car les ménagères expérimentées savent soigner, conseiller, refuser et exiger un paiement. Le transfert de ce savoir de la cave de la maison à un signe suspect sur les vêtements est un coup porté à l'autonomie. Un couteau séparé pour les herbes devient un outil inutile. Un sac de thym séché devient une potion. Une conversation sur le pas de la porte devient une consultation secrète. Le tissu social se déchire non pas à coups de fouet, mais à coups de mots saletés auxquels on associe tout ce qui dérange les dirigeants. Une autre couche de peur est à peine perceptible et donc particulièrement épuisante. Les voisins regardent par les fenêtres, non pas pour apporter leur soutien, mais pour détourner le regard à temps et survivre. Une seule visite supplémentaire d'un étranger le soir, et le magasin se vide le lendemain matin, car les clients partent vers celui dont personne ne parle. La communauté tremble d'un froid intérieur, qui ne vient pas du vent nocturne, mais de la crainte permanente d'être accusé. Les adultes vivent comme sur la glace. Un pas à gauche et vous êtes déjà emporté dans la direction où on vous prendra votre pain et vous obligera à broder des croix. Cette peur discipline mieux que le feu. Le feu est nécessaire comme démonstration, tandis que le tremblement quotidien est un instrument de contrôle efficace. Un tournant important se produit lorsque l'on examine non seulement les procès-verbaux des interrogatoires, mais aussi les listes de prières des parfaits eux-mêmes. Il n'y a pas là la moindre trace de la chair épicée dont on nourrit la foule. On y trouve un régime alimentaire strict, le refus des serments, le refus de la violence, le refus du luxe, des vêtements modestes, parfois de longues abstinences alimentaires à la fin de la vie, sous la surveillance de la communauté. Le corps comme un fardeau, la parole comme une promesse de ne pas mentir, la vie comme un long renoncement. Il n'y a pas de place pour les orgies que l'on aime tant plus tard. Mais c'est précisément cette éthique désertique qui en fait une cible facile. Le refus des serments est un défi aux tribunaux. Le refus de manger de la viande est un défi aux habitudes des voisins. Le refus des bijoux est un défi à la hiérarchie urbaine. Le poids de l'enseignement ne réside pas dans la tentation, mais dans l'indépendance vis-à-vis des symboles auxquels s'accroche le pouvoir. La comparaison entre ces deux ensembles, les interrogatoires et les règles de prière, fait apparaître un schéma clair. Le mythe promet un spectacle sordide et une justification commode de la violence. Le document montre le renoncement au plaisir et la protestation silencieuse contre l'économie du serment. Entre les deux se trouve un couloir de répression, où la foule est guidée par des odeurs et des allusions, et où le résultat final
et la confiscation et les signes de repentance. Lorsque, à la fin de l'année, on calcule les revenus, plus personne ne s'intéresse à ce que les parfaits ont mangé, ni à la façon dont les laïcs ont dormi. Ce qui importe, c'est le nombre de maisons scellées, la quantité de tissu utilisé pour les insignes, le nombre de coffres transportés d'une cour à l'autre. La saleté remplit sa fonction. Elle dissimule le simple transfert de propriété. Le plus difficile est de réaliser à quel point il en faut peu pour que ce mécanisme se remette en marche. Il suffit de réintroduire dans le discours des allusions insinuantes, de refuser de lire les registres austères, d'oublier que la base de la punition n'était pas la chair corrigée, mais la discipline du portefeuille et du nom. Dans la partie suivante, il faudra descendre encore plus bas, dans les détails des paroisses et des marchés, où les citadins étaient obligés de porter des signes, où les artisans payaient pour ne pas manquer les fêtes, où les femmes adultes cachaient leurs connaissances avec des bouquets d'herbes pour ne pas perdre leur maison. On comprendra alors pourquoi le mot « pureté » dans l'accusation ne fait pas référence au corps ou à la foi, mais au désir du pouvoir de nettoyer la carte de la ville des propriétaires étrangers et de ceux qui ne prêtent pas serment. Le marché le montre mieux que n'importe quel protocole. Dans les villes où les rues artisanales s'étendent en ruban depuis les portes jusqu'à la cathédrale, le système d'amendes et de signes de repentance lie les adultes à des marques visibles aussi strictement qu'à l'impôt. Des tissus marqués d'un sceau sont suspendus au banc et les vêtements des réconciliés sont ornés d'insignes en forme de croix en tissu jaune, 2 bandes cousues à points irréguliers. Ces insignes ne sont pas seulement un souvenir de la faute, mais aussi des signaux pour les collecteurs, les surveillants et les acheteurs. Le marchand évalue le risque. En s'associant à une personne marquée d'une croix, il perdra une partie de ses revenus en raison du dégoût de ses voisins et attirera l'attention des gardes, pour qui il est plus facile de répertorier tout le monde en même temps. Les règles de la guilde s'adaptent instantanément. Des emplacements séparés sont créés dans la rangée, où il n'est possible de vendre qu'après la prière de midi. Ils exigent que la propreté des entrepôts soit certifiée. Ils exigent que les adultes portant des signes distinctifs ne travaillent pas avec des denrées alimentaires. La prudence et la peur deviennent une habitude. Les gens apprennent à contourner les coins et à accélérer le pas devant les portes des maisons, où, selon les rumeurs, des étrangers ont passé la nuit. Dans les paroisses, le système est encore plus subtil. Ce ne sont pas les convictions qui sont surveillées, mais les allées et venues. Qui n'a pas assisté à la messe pendant combien de jours consécutifs? Qui a changé de lieu d'hébergement combien de fois par mois? Qui a communiqué avec des personnes réconciliées en dehors de l'Église? Les surveillants, choisis parmi les laïcs, notent comment vivent leurs voisins, transformant la vie de la rue
en un journal de soupçons. Le calme dans ces quartiers ressemble au silence d'un étang en hiver, une surface lisse sous laquelle craque la glace. Les femmes adultes, dont la connaissance des herbes et de l'organisation de la maison était encore hier considérée comme une vertu, sont désormais obligées de cacher leurs sachets de menthe séchés et leurs mesures de lin dans des coffres verrouillés. Leur compétence fait l'objet de mépris et d'envie. Leur capacité à donner des conseils sans bénédiction, à soigner sans autorisation, à dire non sans intermédiaire. La rumeur sape la légitimité de leur travail, et les registres de sanctions l'inscrivent comme une correction des mœurs. En réalité, il s'agit simplement d'une question d'économie. Moins il y a de mains indépendantes, plus le contrôle sur les salaires et les prix est important. Certaines affaires illustrent le mécanisme habituel de la peur. On leur impose des pèlerinages vers des lieux saints, mesurés non pas en kilomètres, mais en jours d'absence de la maison, où il faut entre-temps faire la cuisine, tondre les moutons, réparer le toit. On leur demande de se tenir devant les portails des églises avec des bougies allumées pendant les jours fériés, alors que ces mêmes jours, ils devraient vendre leurs produits au marché pour ne pas mettre en péril le budget familial. On les condamne à travailler sur les fortifications, à transporter des pierres et des tonneaux de chaux. Les artisans ou les commerçants adultes sont privés non seulement de leurs revenus, mais aussi de leurs habitudes de travail, après quoi ils sont renvoyés en ville, déjà épuisés, marqués et silencieux. Le silence est le changement le plus fiable que le système cherche à obtenir. Après plusieurs hivers de ce genre, les gens cessent de parler de ce qu'ils pensent et ne parlent plus que de ce qu'il faut rendre à temps et à qui s'incliner lorsqu'on le rencontre. Le remplacement du langage a un effet encore plus profond. Les normes d'abstinence consignées dans des listes austères, jeûne, renonciation au serment, vêtements modestes sans ornement, se transforment en signaux des nuits secrètes. Le refus de manger de la viande est interprété comme une préparation à l'interdit. Le repas commun frugal, comme une couverture pour autre chose. La maison commune sur la route, comme une allusion à la honte. Personne ne conteste le fond, car il n'y a rien à contester. Chaque point a été renommé. Là où l'enseignement lutte contre le mensonge et la violence, les protocoles recherchent le plomb et le superflu. Il est important de noter que l'accusation n'exige pas la preuve d'une pratique charnelle concrète. Une série d'allusions suffit pour appliquer des sanctions et réorganiser la propriété. C'est ainsi que l'appareil moral est devenu une presse économique. Le langage unique du soupçon traduisait n'importe quelle scène de la vie quotidienne en tarif. Là où la ville est plus riche et où les registres sont tenus avec plus de diligence, on fait le bilan des réconciliés à la fin de l'année. Il en résulte un tableau précis. Tant d'adultes portent des insignes, tant sont tenus de faire des pèlerinages,
tant ont payé des amendes, tant de boutiques sont restées fermées. À ces chiffres s'ajoutent d'autres. Les travaux prévus sur les murs, la livraison de pierres à la porte, les frais supplémentaires pour l'éclairage de l'Église. La pureté, proclamée dans les sermons, devient la pureté du rapport, collectée, notée, exécutée. C'est dans cette froideur que se cache l'honnêteté inquiétante de l'époque. Personne ne s'intéresse au monde intérieur de ceux qui ont été qualifiés de égarés, car ce n'est pas lui qui rapporte des revenus et qui maintient la discipline. Un revirement, rarement remarqué, apparaît dans les manuscrits des adversaires et des mentors pour les interrogatoires. Les pamphlets et les instructions aiment répéter les mêmes thèmes sur les nuits, les réunions secrètes, la profanation des sacrements. Ces thèmes se répètent d'un texte à l'autre, comme si les circonstances se reproduisaient sans changement d'une ville à l'autre et d'une année à l'autre. Une formule reconnaissable est un outil pratique. Il est facile d'y insérer n'importe quel nom et n'importe quelle adresse. Si l'on fait abstraction de la rhétorique, on se rend compte que ce ne sont pas les scènes de la vie qui se répètent, mais les méthodes d'interrogatoire. Cette salle des miroirs produit de véritables preuves, là où il n'y a aucune ébauche de réponse. Une fois de plus, le mythe l'emporte sur le document. Le document est ennuyeux, décousu et rempli de détails insignifiants, tandis que le mythe est lisse et prêt à être utilisé sans correction pour tenir compte de la réalité. Dans l'une des villes situées sur la route commerciale vers le sud, à l'automne, alors que les arsenaux finissaient de rédiger les plans de réparation des murs, un nouveau poste apparaît dans les rues, celui de contrôleur des insignes. Ces personnes ne sont ni des prêtres ni des juges, elles sont les yeux de l'ordre. Leur tâche consiste à repérer ceux qui viennent au marché sans insigne, ceux qui cachent leur croix sous leur manteau, ceux qui cousent des vêtements sans marquage pour des personnes douteuses. Ainsi, la discipline, qui a commencé comme une discipline ecclésiastique, devient une discipline municipale. Les amendes vont dans les caisses communales, les rumeurs dans les mains du conseil municipal, les mains des travailleurs réconciliés dans les travaux d'intérêt général. Il n'y a pas d'orgie ici, mais il y a des services et des contrats redistribués en faveur de ceux qui crient le plus fort « honte ». Les personnes qui tentaient de préserver des îlots d'autonomie se voyaient ajouter le levier de l'honneur familial. Il suffisait qu'un des anciens du quartier fasse un discours sur la honte de la rue et la contagion, pour que les proches des suspects se voient refuser l'accès à des transactions lucratives. Sous les yeux de tous, un prix invisible se formait. L'amitié avec les mauvais coûtait plus cher que le grain et l'huile. Les conseils de famille décidaient à qui acheter, à qui vendre, qui asseoir à la table commune pendant les fêtes. Les membres adultes de la confrérie, manutentionnaires, tisserands, viticulteurs, acceptaient ces décisions comme inévitables, car sinon, ils perdaient leur saison. Ainsi, la morale lacrait le quartier sur les bords.
jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun nœud libre au milieu. À peu près à la même époque, une fine ligne de doute apparaît dans les registres. Des notes apparaissent dans les marges, indiquant que chez un laïc en particulier, on n'a trouvé que des livres de psaumes et une liste de dettes, que sur la table se trouvaient des bols de bouillie d'orge et de navets salés, et que dans le coffre se trouvaient des bouquets d'herbes contre la toux et des sachets de sel. Ces notes n'annulent pas les accusations, mais elles résonnent comme le grincement à peine audible de la conscience du papier. Elles côtoient les listes des dépenses pour les insignes et les frais de déplacement des surveillants. Le papier a involontairement révélé la structure de ce qui se passait. À côté de la description de la honte, il y a un devis. Pas la chair, mais le coût. Pas la débauche, mais le transport de pierres, la couture de croix, l'inactivité des boutiques. C'est précisément cette comptabilité avare qui fait du mythe de la sale hérésie un instrument de pure technique du pouvoir. Enfin, on comprend pourquoi le système avait besoin de sexualiser l'ascèse. L'abstinence est vraiment dangereuse pour l'ordre qui repose sur les serments, les démonstrations de générosité et l'échange de cadeaux. Une personne qui ne prête pas serment publiquement et ne participe pas au festin semble étrangère au cercle de la loyauté. Pour le rendre punissable, non pas pour son refus silencieux, mais pour son monstruosité, il faut injecter dans le récit un mélange collant de saleté et de secret. Ainsi, tous ceux qui puniront ne feront pas ressortir la différence, mais purifieront la ville. C'est là que réside la froideur de l'époque, la pureté comme punition, les injures comme lubrifiant pour le transfert de propriété, la repentance comme catapulte pour la main-d'œuvre. C'est ainsi que se construit le pont entre le texte et le trésor, entre le trésor et les murs, entre les murs et le silence. Il faudra ensuite exposer ce schéma au grand jour, là où tout le monde pourra l'entendre. Sur la place du marché, aux portes de la cathédrale, lors des réunions des guildes. C'est là que, les dimanches et jours fériés, on inscrivait les noms de ceux qui devaient porter les signes. On leur expliquait où ils devaient se tenir et combien de temps ils devaient se taire. On y recevait des cotisations et on y répartissait les tâches. Et c'est là qu'il est le plus facile de voir que l'hérésie, comme la saleté, est une machine rhétorique dans laquelle on met l'angoisse humaine et les comptes économiques, et dont on obtient en sortie la soumission. Si l'on regarde cette machine non pas avec les yeux du mythe, mais avec ceux du document, les scènes colorées disparaissent, et il ne reste que des conditions grises, des horloges, des étiquettes, des files d'attente, des reçus, des coffres à clés et une fatigue adulte qu'aucun sermon ne peut guérir. La suite devient évidente lorsque l'enquête sort de la rhétorique et entre dans la maison. Les rafles ne recherchent pas l'inutile, elles dressent des inventaires. Lits, coffres, sacs de céréales, chaudrons, crochets, paniers à linge, paquets de linge, bottes d'herbe, planches à pâtisserie, pelles à four,
bol en argile, petite commode avec des clés. Dans les marges de l'inventaire, le mot « suspect » apparaît comme une ombre, et on lui attribue ce qu'on appellerait autrement la prudence. Une réserve de biscottes pour la route, une outre d'eau, des vêtements grossiers et gris sans ornements luxueux, des cheveux coupés, des sachets de sel et de thym coussus avec des points souples. La simplicité adulte des choses devient soudainement une preuve. Quand on trouve un seul livre sur la table dans une maison, il s'agit rarement d'autre chose que de psaumes, de hagiographie ou d'exhortation à la sobriété. Mais la formule de l'enquête exige non pas du sens, mais de la répétition. Chacun a trouvé la même chose, donc c'est un réseau. Ainsi, la coutume d'une alimentation modeste et de la retenue est déclarée réseau. Les affirmations sur les nuits secrètes et les profanations mettent en scène une méthode dans laquelle les réponses sont extraites des gens avec autant de discipline que les chiffres sont gravés dans la pierre. On commence par poser la question de la connaissance de quelqu'un qui portait des insignes. Puis, on propose de se souvenir des réunions qui coïncidaient avec les cloches du soir. Ensuite, on suggère que lors de ces réunions, on éteignait la lumière. Peu importe que des adultes racontent comment ils s'asseyaient dans une pièce exiguë et lisaient des prières, partageaient du pain et de l'eau, discutaient pour savoir à qui apporter du sel et à qui aider à réparer son toit. Le texte du protocole sait déjà ce dont il a besoin. Transformer une métaphore arbitraire de l'obscurité en preuve. Pour renforcer l'effet, la procédure est encadrée par des pratiques de repentance. Condamnation à porter des croix, pèlerinage, silence public pendant les fêtes, expulsion temporaire chez des parents à la campagne. Le but de ces mesures n'est pas de corriger les convictions, mais de pousser les gens hors du gouffre économique où ils perdent l'accès à leur métier et à leurs débouchés. Là où les archives contiennent des textes de tradition ascétique, ils résonnent comme des murmures sous le roulement des tambours des procès-verbaux. Les enseignements parlent d'honnêteté, de renoncement au serment, de refus de nuire, de modération dans la nourriture, de mépris de la contrainte. Il n'y a aucune description de pratique charnelle, tout comme il n'y en a pas dans la correspondance domestique d'adultes pour qui les chants, les dettes, l'achat de sel, les tissus abîmés par les souris et le prix de la laine après la dernière foire sont prioritaires. Mais c'est là le principal verrou. Pour instaurer la répression, il faut fermer la porte de la compréhension. La porte ne se ferme pas avec des arguments, mais avec des odeurs et des couleurs. Saleté, puanteur, impudence deviennent des mots à pas auxquels l'auditeur substitue ses peurs, puis vote avec ses pieds et son portefeuille. Dans la vie quotidienne, tout est plus prosaïque et plus austère. Les adultes comptent les tonneaux, reprennent les manches, soignent la toux avec de l'eau chaude, pétrissent la pâte,
sèchent le linge au vent et lisent des pages ennuyeuses le soir. Cette grisaille est leur véritable faute aux yeux du système, car la grisaille est difficile à transformer en spectacle politique. Le revirement préparé se révèle dans la comparaison entre les registres des punitions et les comptes de la ville. Plus les sermons sur la purification sont forts, plus la comptabilité devient détaillée. On indique le coût du tissu pour les insignes portés par les punis. On note le transport de pierres pour les murs, effectué par les réconciliés. On énumère les échoppes conflictuelles fermées pour la durée de la pénitence et les recettes commerciales non perçues. Il s'avère que la morale sert non seulement la discipline, mais aussi la saison de construction. Il vaut mieux mobiliser les adultes robustes, capables de porter des charges lourdes et de travailler en silence, non pas par la conscription militaire, mais par la honte morale. Alors, ils viendront eux-mêmes le matin aux portes de la ville, baisseront la tête dans leur col et prendront une brouette remplie de chaux. Un autre revirement est perceptible lors de la réunion où sont lus les noms de ceux qui doivent porter des insignes. La liste est suivie d'une section intitulée « Avertissement aux commerçants ». Elle indique à qui il est interdit de vendre à crédit et à qui il faut vendre uniquement contre paiement en espèces. À côté, un rappel aux guildes de ne pas prendre comme apprentis ceux qui sont en rééducation et de ne pas accepter de caution de leur part. Il ne s'agit pas d'une chasse au vice. Il s'agit d'une réorganisation du marché du crédit de rue. En réduisant la confiance envers un groupe de personnes, les autorités augmentent le prix de la confiance envers les autres et perçoivent leur prime sur chaque transaction. Dans ce système, la saleté n'est qu'une étiquette qui permet de limiter la circulation des promesses et, par conséquent, d'accélérer le remboursement des dettes au profit des proches du pouvoir. Le troisième tournant concerne le langage même utilisé dans les instructions pour les interrogatoires. Elle précise ce qui est considéré comme un comportement sodomite, impur ou odieux. Les définitions sont vagues et extensibles, comme si elles avaient été spécialement conçues pour s'adapter à toutes les circonstances. En conséquence, toute maison commune sur la route, tout dîner avec une cruche d'eau commune, tout vêtement modeste sans fermeture précieuse entre dans le champ des soupçons. Le système polie ses lentilles afin de ne pas voir des faits concrets, mais la silhouette de la différence. Et cette silhouette est plus facile à colorer avec des couleurs qui suscitent une réaction rapide de la foule. Le sexe, la saleté, le mystère, une triade idéale pour la rhétorique. En même temps, les gens doivent vivre au rythme des travaux saisonniers où il n'y a ni place ni sens pour le spectacle. Laboureurs, lave, abattre le bétail, semer, réparer le toit, transporter le sel et le vin, changer la paille dans les lits. Voilà à quoi ressemble l'année d'un adulte. La rhétorique fait semblant de ne pas le voir. Pour comprendre la froideur de cette machine,
Il suffit de regarder les conséquences dont on n'aime pas parler. Le port des insignes et les pèlerinages rompent les liens familiaux. Quelqu'un doit rester à la maison avec les enfants et les malades. Quelqu'un doit retirer la viande du feu et éteindre le four. Quelqu'un doit surveiller la vache qui vêle. Quand une femme ou un homme adulte est retiré de ce schéma pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, la maison se désagrège en petits morceaux que souvent personne ne peut recoller. Les factures s'accumulent dans la boutique. Le travail dans les champs est laissé en plan. Et une peur silencieuse s'installe dans le cœur de la famille à chaque nouveau coup frappé à la porte. Ce silence est plus important que les processions bruyantes. Il apprend à éviter les voisins, à ne pas parler inutilement, à ne pas se réunir sans autorisation. Dans une telle ville, il est plus facile de collecter les impôts et les bonnes rumeurs. À la fin du cycle, lorsque les condamnés ont purgé leur peine, une formulation assurée apparaît sur le papier. C'est amendé. En dessous, un nouveau devis tient compte des coûts des bougies, du tissu, du pain pour les convois, de la réparation du pont où se trouvaient les gardes. En dehors du rapport, il y a les liens brisés, les boutiques ruinées et les personnes âgées qui ne sont jamais revenues à leurs anciennes occupations, car elles ont perdu leur savoir-faire sans pratique quotidienne. Pas d'orgies, pas de scènes de débauche éclatantes dont les pamphlets sont si remplis. Seulement une longue succession de jours ordinaires, broyés par la roue de la discipline. Et pourtant, dans cette souffrance quotidienne, la résistance mûrit. Elle n'est pas bruyante, elle est sèche et papier. Elle commence par le fait que les notaires, habitués à recopier des formules sans réfléchir, commencent à laisser des lacunes dans le texte. Ils insèrent des réserves telles que, selon les rumeurs et d'après les dires des voisins, et notent soigneusement que rien n'a été trouvé lors de la perquisition, à part des livres, des vêtements grossiers et des herbes. Dans d'autres cas, ils notent à côté que l'environnement ressemble à la maison d'une veuve pieuse ou à la chambre d'un artisan aimant l'ordre. Ces petites phrases irrespectueuses envers le mythe sont les premières fissures. Les médecins de la ville leur font écho en écrivant que les personnes arrêtées souffrent souvent d'épuisement dû au jeûne et à la nourriture insuffisante, et non de l'ivresse du vice. On peut également les accuser de laxisme, mais le papier supporte tout, car tout le monde a besoin d'un médecin. C'est ainsi qu'apparaît une série de notes qui donneront lieu à des doutes ultérieurs. Dans une autre perspective, on voit comment les récits répétitifs sur les horribles rassemblements sont nécessaires pour étancher la soif collective de théâtre punitif. La ferveur de la foule ordonne le rôle de chacun. Les clercs expliquent, la garde urbaine escorte, les laïcs pointent du doigt, les juges remplissent les caisses de l'État,
grâce aux amendes et aux travaux forcés. Les adultes occupent une partie du public et une partie des participants. Le mot « pureté » remplace ici le mot « obéissance ». C'est la clé pour comprendre. Lorsque la pureté devient synonyme d'organisation et non de vérité, elle commence à être mesurée à l'aide d'insignes et de reçus, et non à l'aide de la justice. Alors, la saleté n'est plus un péché, mais un manque de contrôle. Et pourtant, même dans un tel ordre, il y a place pour le choix humain. Quelque part, un diacre dissuade le conseil d'introduire de nouveaux insignes de masse, car il y a déjà assez de mains pour réparer le pont. Quelque part, la guilde des boulangers enfreint discrètement l'interdiction de faire travailler les réconciliés dans les cuisines, car le pain doit être prêt à l'aube et quelqu'un doit pétrir la pâte pendant la nuit. Quelque part, un notaire, avec l'accord du juge, remplace le pèlerinage par le paiement d'une taxe sur les bougies et l'achat d'herbes médicinales pour l'hospice. Formellement, tout cela relève des sanctions. Mais en réalité, il s'agit de rendre aux gens des morceaux de temps et de travail, sans lesquels la maison et le quartier ne peuvent tenir debout. Ces petites décisions montrent que le mythe ne peut être arrêté par des cris, mais par la prose querelleuse et obstinée de l'économie. C'est précisément cette prose qui constitue la meilleure défense contre la rhétorique sexualisante. Quand on a sous les yeux non pas des images tirées de pamphlets, mais des copies d'inventaires où sont répertoriées des chaudières, des cuillères en bois, des sacs de farine, de simples ceintures, des branches d'herbes médicinales, des morceaux de tissu grossier, des mitaines déchirées, la scène de l'impudence disparaît et il ne reste que la scène du travail. Lorsque l'on tient compte non pas des soupçons, mais des heures de travail affichées sur les murs, des charrettes chargées de pierres, des réparations de toits et de passerelles, il devient alors difficile de vendre à la foule le conte de fées des nuits secrètes comme explication de tous les malheurs. Une ville ne se construit pas avec des ragots, mais avec la répétition de gestes utiles. Et si l'on cherche vraiment un ennemi de l'ordre, il ne se trouve pas là où l'on prie en silence et où l'on partage l'eau, mais là où les mots réchauffent la foule à une température confortable pour déverser sa colère dans les moules à briques du pouvoir. Plus loin, l'histoire évoluera vers le moment, machine, bien huilée et sûre d'elle, se heurtera à sa propre transparence. Elle devra expliquer pourquoi, parmi tous les vices, elle préfère ceux qui sont faciles à dessiner à la plume et à percevoir en monnaie. Elle devra se confronter à des documents qui ne contiennent pas de saleté, mais plutôt de la retenue, et à des rues où il n'y a presque pas de spectacle, mais plutôt une lourde fatigue adulte. Et alors, le mythe de la hérésie débauchée se révélera être ce qu'il a toujours été. Un cadre commode dans lequel on insère des images incolores de l'économie afin que le spectateur ait plus de plaisir à les regarder.